Écoutez, c'est effectivement une question à la fois essentielle et difficile. Essentielle parce qu'on assiste à une multiplication aujourd'hui des crises internationales qui affectent l'activité économique globale et qui pèsent sur le développement d'un grand nombre d'entreprises. Et c'est une question difficile parce que sur le plan méthodologique, le risque géopolitique n'est pas clairement défini. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez au risque pays, il y a toute une batterie d'indicateurs qui sont utilisés aussi bien par les économistes de banque, les agences de notation, les assureurs, etc. Mais vous n'avez pas de modélisation possible à mes yeux du risque politique. Et dans cette catégorie-là, il y a quelque chose qui relève de la géopolitique et à mon avis qui doit s'analyser sur au moins 3 niveaux, qui est encore moins modélisable. C'est-à-dire la manière dont un pays a un projet de puissance. Ça, c'est un aspect qui doit toujours être pris en compte quand on cherche à voir la trajectoire prise par un pays. Par exemple, au sein des BRICS, il est très clair que la Chine et la Russie ont un projet de puissance, accordent à la dépense militaire une importance grande. C'est beaucoup moins le cas de pays comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, l'Inde étant sur une position intermédiaire. Le deuxième niveau d'analyse, c'est d'être capable d'essayer de voir l'interaction entre ce qui relève du champ économique, du champ politique, du champ militaire et du champ technologique. Et donc d'avoir des outils de compréhension des interactions entre ces quatre champs qui relèvent, à mon sens, du risque géopolitique. Et puis la troisième dimension, c'est que le risque géopolitique peut avoir une dimension systémique et donc par conséquent, on est souvent face à un raisonnement binaire consistant à dire, bien s'il survient, il est incontrôlable et donc on ne peut pas l'évaluer. Et s'il ne survient pas, il reste latent et par conséquent, ça n'a pas de sens d'essayer de l'évaluer. Et précisément, ce que j'essaie d'expliquer dans cette note réalisée pour l'Institut de l'entreprise, c'est qu'il faut s'intéresser au risque géopolitique parce qu'il conditionne le cadre dans lequel un certain nombre d'entreprises opèrent et son appréciation, le jugement qu'on porte sur une situation internationale participe de la non-market strategy indispensable quand on cherche à s'implanter sur la durée sur un marché ou dans un pays. Ouais, alors effectivement, dans cette note, je me concentre sur le triangle stratégique Russie, Chine, États-Unis parce que je considère que c'est un des éléments de structuration de la globalisation et de son évolution à court et moyen terme. Alors pourquoi se focaliser sur ces 3 pays ? Il y a toute une série de raisons. D'abord, ce sont 3 pays qui ont une culture stratégique, c'est-à-dire qui ont une ambition, une intention, un projet de puissance sur la scène internationale. Ce sont 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont les 3 premières dépenses militaires mondiales. Et puis, si on se place du point de vue européen, ce qui est mon cas dans le cadre de ce travail, l'addition de la Chine, des États-Unis et de la Russie représente 37% du commerce extérieur de l'Union européenne. Alors, ce qui est également intéressant, c'est de voir l'évolution, la transformation de ce triangle stratégique en partant très probablement en essayant d'aller il y a 44 ans avec la rencontre entre Nixon et Mao qui modifie le cadre bipolaire de l'époque, c'est-à-dire que en 1972, ce triangle stratégique, bien le segment faible, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre de confrontation bipolaire entre l'URSS et les États-Unis et que les États-Unis vont
vers la Chine pour modifier le rapport de force vis-à-vis de l'URSS. 44 ans après, évidemment, on est dans une complète transformation de ce triangle, puisque le segment faible, c'est bien évidemment la Russie, qui est très difficilement comparable aujourd'hui en raison de son potentiel et de son futur prévisible à la Chine et aux États-Unis. Deuxième élément, c'est que ce triangle, d'une certaine manière, traduit aussi la manière dont la mondialisation s'est mise en place. Ce que je rappelle dans la note, c'est que en réalité, ce qu'on a appelé la vague d'émergence au cours des 3 dernières décennies doit beaucoup à l'émergence de la Chine sur la scène internationale. Et le point de départ, outre 1972, c'est le début, ensuite, fin des années 70, le début des réformes menées par Deng Xiaoping qui vont progressivement ouvrir et accélérer le développement de la Chine. Évidemment, ce triangle ensuite connaît la chute de l'URSS en 1991, la déshérence des années 90 pour la Russie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la Russie, pendant les années 2000, a connu, à l'instar de la Chine, une forte croissance, mais connaît aujourd'hui des difficultés structurelles extrêmement profondes en raison de la diminution des cours du baril, mais qu'en revanche, il y a une volonté très claire en Russie d'essayer de se maintenir, d'essayer de présenter ce triangle avec Washington et Pékin comme une sorte de directoire mondial, c'est-à-dire que ces 3 pays sont les 3 principales puissances mondiales et donc, si on se place du point de vue de Moscou, ont un dialogue spécifique, ont des relations spécifiques à entretenir entre elles. Et donc, par conséquent, je pense que si on essaie d'anticiper les formes que va prendre la mondialisation dans les années à venir, il y a une multitude de facteurs, mais un des facteurs, à mon sens, les plus importants et sur lequel peut-être j'aimerais attirer l'attention des lecteurs de cette note, c'est la manière dont ce triangle va continuer à se transformer, parce que ça aura évidemment des conséquences très lourdes, à la fois pour l'Europe, mais aussi pour une économie comme l'économie du Japon, et qu'il faut essayer d'anticiper précisément les déformations de ce triangle du point de vue européen, du point de vue japonais, et puis également de voir la manière dont ce triangle, cette déformation peut avoir des impacts dans d'autres aires géographiques. Je pense à un pays comme l'Inde, mais je pense aussi également à la situation au Moyen-Orient, où le jeu entretenu par ces trois puissances a un impact sur la politique de l'Iran, a un impact sur la politique de l'Arabie Saoudite. Donc pour résumer, si vous voulez, ce triangle stratégique Russie, Chine, États-Unis est évidemment un des points d'intention principal pour essayer d'anticiper le cours que va prendre la mondialisation dans les années à venir. Oui, donc l'objet de cette note en termes méthodologiques, c'est aussi de s'intéresser, non pas d'avoir des focus sur les pays, mais d'avoir davantage des focus sur les relations bilatérales, en particulier sur la relation entre Washington et Moscou, entre Moscou et Pékin, et entre Pékin et Washington. Et pour chacune de ces relations bilatérales, d'essayer d'identifier les pierres d'achoppement comme les possibilités de coopération, puisque à mon sens, la relation évidemment centrale pour la structuration du système international à terme, c'est la relation entre Washington et Pékin, compte tenu du fort degré d'interdépendance économique qui existe depuis plus de 2 décennies entre la Chine et les États-Unis, mais compte tenu également d'une rivalité stratégique de plus en plus visible entre les 2 pays. À partir de là, si vous voulez, la note s'est focalisée sur un certain nombre de questions clés. Je pense que la question clé dans le cadre de la relation entre les États-Unis et la Russie est la question de l'avenir des sanctions,
à l'encontre de la Russie, prise après l'annexion de la Crimée en mars 2014, et le fait qu'on est dans un rapport de plus en plus asymétrique entre les États-Unis et la Russie. Vous avez une obsession américaine en Russie, et au fond, quand vous êtes aux États-Unis, la Russie est un sujet de rang 3. Dans le cadre sino-russe, je pense que la grande question, c'est la part que la Russie va prendre dans l'effort de diversification conduit par la Chine, de diversification de son mix énergétique. Il y a une politique tout à fait construite de la part des autorités chinoises pour diversifier ce mix à la fois en termes de composition, pour réduire la part du charbon et donc d'augmenter la part notamment du gaz, et une volonté également de diversifier les sources d'approvisionnement entre des approvisionnements qui viennent par voie maritime et des approvisionnements qui viennent par voie terrestre, et notamment des approvisionnements qui viendraient à l'avenir de Russie. Et donc, en termes d'anticipation, l'avenir du partenariat énergétique entre la Russie et la Chine est une clé de lecture extrêmement importante, à la fois en termes géoéconomiques, mais également pour un certain nombre d'entreprises énergétiques. Le troisième segment, à mon avis, porte sur une question tout à fait cruciale, qui est la question du numérique. La grande affaire des relations sino-américaines aujourd'hui se joue sur le champ numérique, où c'est un champ de bataille d'une certaine manière. C'est qu'il y a une volonté de part et d'autre de dominer le cyberespace, et c'est évidemment une clé extrêmement forte pour la politique de puissance. Au fond, la puissance s'observe dans 4 secteurs d'activité principaux: l'énergie, le numérique, l'armement et, je dirais, tout ce qui relève de la finance, de la banque. Donc là aussi, cette note est une tentative pour attirer l'attention des décideurs, à la fois sur ces 3 pays, mais également sur le positionnement et l'attitude de ces 3 pays sur les 4 secteurs d'activité que je viens de décrire.